occidentaux cette supériorité de leur propre civilisation, voire de leur race. Un Européen qui ferait de même serait considéré chez lui par ses propres autorités comme un abominable fasciste. Selbst die Schwarzen. Le grand paradoxe, c'est que ce sont les Blancs d'origine européenne qui refusent toute supériorité de leur culture et de leur civilisation, alors que ces dernières, de Pythagore à Werner von Braun, d'Archimède à Niels Bohr, ont été très largement et dans absolument tous les domaines supérieures et plus créatrices et ont dominé toutes les autres et modelé la planète. C'est évident, c'est tellement aveuglante qu'elle est niée par la majorité des intellectuels, rongée par l'égalitarisme, refusant obstinément l'idée pourtant éclatante de hiérarchie considérable entre les peuples. C'est pourquoi le premier acte de régénération mentale, de grande santé, pour paraphraser Nietzsche, sera de commencer par accomplir cette révolution intérieure et de cultiver sans complexe, en ce qui nous concerne, le suprémacisme. Néanmoins, attention, celui-ci ne doit pas concerner seulement notre histoire passée, mais aussi nos ambitions d'avenir. Si nos peuples persistent dans cette anémie de la volonté et de la vigueur biologique, d'autres, évidemment asiatiques, les remplaceront. Une civilisation, une nation, un peuple, une race ressemblent à un arbre. Les racines sont le fondement biologique, c'est-à-dire le substrat génétique au sens large dont tout procède. Le tronc est la culture et l'ensemble des manifestations ethniques d'ordre mental et spirituel. Le feuillage représente les manifestations extérieures de la civilisation, l'économie, le politique, les techniques, les arts, la puissance matérielle. Lorsque le tronc et le feuillage sont blessés ou malades, la guérison est possible, tant que les racines sont saines et peuvent régénérer l'ensemble. Mais, si ces dernières sont atteintes par l'effondrement démographique, le métissage, l'immigration halogène massive, au-delà d'un certain seuil, on ne peut plus revenir en arrière, l'arbre s'effondre, le peuple souche, et tout ce qu'il a créé se fige à jamais dans la mort, puisque le code identitaire a disparu, parasité et altéré. Toute civilisation repose sur une culture qui elle-même dépend d'une infrastructure anthropologique et donc génétique, le germène. Les Chinois, les Japonais et les Indiens le savent très bien, instinctivement. Je pense que les événements qui vont se produire et faire imploser cette civilisation mondiale, ce système monde que nous connaissons, pourront grandement aider une telle entreprise. C'est pour cela que nous devons réfléchir à un certain nombre de notions. La première est celle d'Eurosibérie. L'Eurosibérie est le projet de regrouper dans un immense État fédéral ethniquement homogène et économiquement ethnocentré une Union européenne régénérée et la Russie blanche comme un hérisson géant, selon l'expression de Robert Stoikers, qui ne menacera personne mais n'aura besoin de personne. Évidemment, cette vision des choses s'oppose à celle d'une Eurasie multiraciale. La deuxième notion est celle d'espace économique autocentré, qui s'oppose radicalement au mondialisme libre-échangiste actuel et qui vise à instituer des systèmes économiques autonomes pour chaque grande région ethnographique de la planète, chacune à son rythme propre, sans aucun modèle unique. Troisième notion est celle de septentrion, paraphrase poétique pour objectif central, de regroupement solidaire de tous les peuples blancs d'origine européenne, de manière à former à la face du reste du monde un bloc de marbre dont l'essence ne devra pas être simplement romantique et culturelle, mais politique, c'est-à-dire fondée sur des pactes concrets. Les ressources de nos peuples blessés existent toujours, comme la graine qui persiste à vivre dans le gel et sous la neige, dans le froid hivernal où poussent les Edelweiss. Nous avons la chance d'appartenir à une civilisation métamorphique qui a toujours su se régénérer après des crises graves, comme le phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres. N'est-ce pas au crépuscule, quand tout semble perdu, que s'envole la chouette de Minerve? C'est dès maintenant qu'il faut préparer la Renaissance et imaginer le monde d'après. Dans l'histoire, ce sont les minorités actives qui gagnent.
Au fond de la mentalité des peuples d'origine européenne, il y a cette idée fondamentale du destin. Le fatum des Romains et la moira des Grecs. Le destin est ouvert et imprévisible. Rien n'est écrit. Le fleuve de l'histoire peut retourner son cours. Aucun dieu ne peut faire plier Prométhée. Au début de son Faust, Goethe disait, prenant le contre-pied de l'adage biblique, au commencement était le verbe, non, au commencement était l'action. Je pense qu'en vérité, au commencement sont à la fois le verbe et l'action. Il faut parler et écrire pour enseigner et convaincre, et agir pour faire avancer les choses. Pourquoi nous combattons? Pas tellement pour nous, mais pour l'héritage des ancêtres et l'avenir de nos enfants. Eingang. Je terminerai par un slogan, car j'aime bien les slogans, et aussi parce que les intellectuels décervelés les détestent. De la résistance à la reconquête et de la reconquête à la révolution. Renaissance et révolution ne sont-ils pas plus ou moins synonymes? Mes chers amis allemands, je vous remercie pour votre attention et votre patience au terme de cette longue conférence. Meine